Je n'avais jamais prévu de devenir obsédé par de vieilles photographies de dirigeables. Tout a commencé assez innocemment, une recherche désinvolte sur l'histoire de l'aviation primitive, le genre de recherche qu'on fait un dimanche après-midi quand on s'interroge sur les dirigeables et les zeppelins. Mais en quelques heures, je suis tombé sur quelque chose qui m'a glacé le sang. Pas une photographie, ni deux, mais des dizaines, des centaines en fait. Des images des années 1880 jusqu'au début des années 1900 montrant des dirigeables massifs planant près de bâtiments en construction. Pas des vaisseaux pour passagers, pas des appareils militaires, quelque chose d'entièrement différent. Et voici la partie la plus étrange. Ils étaient toujours positionnés directement au-dessus de structures inachevées. Flèches de cathédrales, bâtiments gouvernementaux, halls d'exposition. Les dirigeables ne transportaient pas de gens ni n'observaient à distance. Ils participaient à la construction elle-même. Des câbles descendaient de leurs nacelles. Des systèmes de gréement reliés au toit. Des ouvriers debout sur des échafaudages qui semblaient impossiblement minimes pour le poids qu'ils étaient censés supporter. L'explication officielle: toile de fond photographique, coûts publicitaires, compositions artistiques. Mais cette explication s'effondre dès qu'on examine les photographies de près, parce que ce n'étaient même pas des clichés promotionnels mis en scène, c'étaient des images documentaires capturées par des photographes municipaux, archivées dans les registres des villes, publiées dans des revues d'ingénierie sans fanfare ni célébration. Elles montraient des dirigeables comme des outils de construction ordinaires, aussi banals que des grues ou des poulies. Les légendes étaient plus factuelles. Installation de la structure du dôme, juin 1893. Positionnement des éléments du clocher, octobre 1897. Aucune excitation, aucune nouveauté, juste la documentation routinière de quelque chose que tout le monde comprenait, apparemment. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. J'ai commencé à collecter des images systématiquement. Chicago, 1893. Berlin, 1889. Melbourne, 1888. Saint-Pétersbourg, 1891. Buenos Aires, 1895. San Francisco, 1896. Chaque grande ville, chaque continent, la même configuration, des aéronefs massifs plus légers que l'air positionnés au-dessus de bâtiments pendant des phases critiques de construction. Le problème de coordination m'a frappé en premier. Comment des villes à travers le monde, des villes séparées par des océans, par des barrières linguistiques, par des mois de voyage, ont-elles toutes adopté des techniques de construction identiques précisément au même moment de l'histoire? On nous dit qu'il s'agissait de développement indépendant, d'innovation parallèle entraînée par la révolution industrielle. Mais les preuves photographiques montrent quelque chose de bien plus troublant. Une uniformité parfaite. Les dirigeables avaient les mêmes dimensions. Les systèmes de gréement utilisaient des configurations identiques. Le positionnement suivait les mêmes principes géométriques. Que vous soyez à Prague ou à Philadelphie, pas similaires, identiques. Comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas complètement, comme s'ils avaient hérité d'une technologie sans en saisir les origines. J'ai commencé à poser des questions que les chercheurs n'étaient apparemment pas censés poser. D'où venaient ces dirigeables? Qui les fabriquait? Quel système de propulsion les maintenait stables pendant les opérations de levage de précision? Comment obtenaient-ils la capacité de portance nécessaire pour positionner des éléments architecturaux de plusieurs tonnes avec une précision chirurgicale? Le silence était assourdissant. Les revues d'ingénierie de l'époque mentionnent les dirigeables en passant, comme on ferait référence à un marteau ou une brouette. Mais elles n'expliquent jamais la technologie, ne décrivent jamais le processus de fabrication, ne discutent jamais d'amélioration ou d'innovation. Les dirigeables existent simplement, entièrement formés, dans les registres des années 1880. Et puis, après 1912, ils disparaissent tout aussi brusquement. Aucune période de transition, aucun débat sur l'abandon d'un équipement si précieux, juste le silence. Cela soulève une question simple mais cruciale. Que soulevait-il? J'ai examiné les structures elles-mêmes. Les bâtiments qui apparaissent dans ces photographies n'étaient pas des constructions modestes. C'étaient des merveilles architecturales. Les bâtiments de l'Exposition universelle de Chicago, le Parlement de Budapest,
l'Opéra d'État de Vienne, des dômes massifs nécessitant un placement précis, des clochers avec des tolérances mesurées en millimètres, des éléments ornementaux pesant des dizaines de tonnes. Plus je creusais, plus l'histoire officielle devenait impossible. Considérez la mécanique. Une grue conventionnelle utilise des contrepoids, le levier, l'avantage mécanique. Mais ces dirigeables fonctionnaient selon des principes entièrement différents. Ils fournissaient une portance verticale, sans structure de support au sol. Ils pouvaient se positionner avec précision au-dessus de n'importe quel point d'un bâtiment. Ils pouvaient maintenir un poids massif en suspension pendant que les ouvriers le fixaient en place. Et c'est là que la physique devient impossible à ignorer. Les ingénieurs modernes vous diront que les aéronefs plus légers que l'air manquent de stabilité pour les travaux de construction de précision. Déplacement éolien, variation de pression atmosphérique, expansion thermique du gaz porteur, tous ces facteurs rendent les dirigeables inadaptés aux tâches de positionnement délicats. Pourtant, les preuves photographiques les montrent en train de faire exactement cela. Maintenir des dômes de cathédrales immobiles en plein air, soutenir des segments de ponts, positionner des mécanismes d'horloge avec une précision d'horlogerie. Soit les photographies PEDS sont frauduleuses, toutes, sur plusieurs continents, dans plusieurs archives, soit quelque chose cloche fondamentalement dans notre compréhension de ce qui était possible dans les années 1880. J'ai évité l'hypothèse de la Tartarie pendant des mois. Elle semblait trop commode, trop conspirationniste. Mais les preuves continuaient à me pousser vers une conclusion inconfortable. Le style architectural dans ces photographies, les bâtiments construits avec assistance aérienne, ils partagent des caractéristiques indéniables. Forts en étoiles, système d'énergie atmosphérique, chambre de résonance harmonique. Les mêmes traits distinctifs apparaissent dans des structures du monde entier, toutes supposément construites indépendamment, toutes pendant la même étroite fenêtre temporelle. Ce n'étaient pas juste des bâtiments, c'était un des composants d'un système plus vaste. Regardez les sous-sols, pas de simples fondations, mais des complexes souterrains à plusieurs niveaux, avec des chambres scellées et des réservoirs sous pression. Regardez les tours, pas des flèches décoratives, mais des structures semblables à des antennes, avec des éléments métalliques et des proportions géométriques spécifiques. Regardez les dômes, pas de simples fioritures architecturales, mais des chambres acoustiques soigneusement conçues. Les bâtiments eux-mêmes suggèrent une technologie que nous avons oublié comment reconnaître. Une technologie pour capturer, stocker et distribuer l'énergie par résonance architecturale. Et les dirigeables, ils étaient peut-être le système d'installation, les outils utilisés pour positionner ces composants énergétiques avec la précision nécessaire au fonctionnement du réseau. Demandez-vous, pourquoi auriez-vous besoin d'un positionnement aérien pour des structures qui pourraient théoriquement être construites du sol en utilisant des échafaudages et des grues, à moins que les bâtiments n'étaient encore pas construits du sol, à moins qu'ils ne nécessitaient une orientation spécifique, un placement en altitude spécifique, un alignement harmonique spécifique que les méthodes au sol ne pouvaient atteindre. À moins que vous n'assembliez une machine, pas que vous n'érigiez un bâtiment. J'ai commencé à examiner les photographies de construction plus attentivement, pas seulement les dirigeables, mais les bâtiments eux-mêmes en cours de construction. Voici ce qui m'a troublé. Les structures dans ces images ne montrent aucune preuve de construction progressive. Pas de murs partiellement achevés, pas de charpente en bois visible, pas d'assemblage brique par brique. Au lieu de cela, nous voyons des sections complètes, des étages entiers, des ailes entières, des segments massifs de dômes apparaissant comme des éléments unifiés positionnés d'en haut. Le schéma se répète dans toutes les villes, des composants architecturaux massifs préfabriqués abaissés en place par des appareils aériens. Mais préfabriqués où? Avec quelle capacité de fabrication? En utilisant quel réseau de transport pour déplacer des éléments architecturaux de plusieurs tonnes à travers les continents? Les registres officiels restent silencieux. J'ai trouvé des manifestes d'expédition qui répertoriaient des éléments architecturaux et des composants structurels arrivant dans les ports du monde entier pendant les années 1880. Mais les manifestes ne spécifient jamais les points d'origine, ne nomment jamais les fabricants, n'expliquent jamais comment de telles pièces massives et précisément conçues
étaient produites à une époque supposément limitée aux outils manuels et à la vapeur. Pas des décennies de construction lente, pas de techniques de maçonnerie traditionnelle, pas d'assemblage graduel, mais des éléments architecturaux complets arrivant entièrement formés et positionnés depuis le ciel. C'est là que l'enquête devient vraiment troublante. J'ai cherché des spécifications techniques, des manuels de construction, de la documentation technique expliquant comment ces systèmes de construction aérienne fonctionnaient. Je n'ai rien trouvé. Pas de registres incomplets, pas de preuves fragmentaires, mais une absence absolue. Comme si quelqu'un avait systématiquement supprimé toute référence à la technologie. Les revues de construction des années 1880 discutent des méthodes de construction conventionnelles dans les moindres détails. Technique de pose de briques, composition du mortier, assemblage de bois. Mais quand il s'agit des systèmes de positionnement aérien visibles dans des milliers de photographies, silence complet. Les revues agissent comme si les dirigeables n'existaient pas, même pendant que les archives municipales documentent leur présence constante. Les bibliothèques ont supprimé des sections. Les archives ont reclassé des documents comme perdus. Les écoles d'ingénierie ont arrêté d'enseigner des cours qui apparaissaient dans les catalogues des années 1880, mais n'ont laissé aucun manuel, aucune note de cours, aucun dossier d'étudiant. Plus je cherchais, plus l'effacement devenait évident. Et voici la partie la plus troublante. Ce n'était pas une obsolescence graduelle. C'était une suppression systématique. Les brevets liés à la construction aérienne déposés entre 1880 et 1910 ont été soit détruits dans des incendies, soit reclassés sous des restrictions de sécurité nationale qui restent actives aujourd'hui. Les photographies dans les archives municipales montrent des dommages, pas de dégâts des eaux, pas de détérioration lente, pas de dommages accidentels, mais une dégradation délibérée. Spécifiquement, les sections montrant les systèmes de gréement et les mécanismes d'attache ont été rayées, brûlées, supprimées avec précision. Quelqu'un ne voulait pas que nous comprenions comment ces systèmes fonctionnaient. Permettez-moi de l'affirmer clairement. Ce que je décris n'aurait pas pu se produire par développement indépendant. Buenos Aires, en 1895, utilisait exactement la même technique de positionnement aérien que Saint-Pétersbourg en 1891. Les configurations de câbles étaient identiques. Les points d'attache sur les bâtiments suivaient les mêmes principes géométriques. Les dirigeables maintenaient la même position relative pendant les procédures d'installation. La communication mondiale dans les années 1890 était primitive. Le télégraphe pouvait transmettre du texte, pas des dessins techniques. La photographie nécessitait des semaines pour être expédiée internationalement. Les écoles d'ingénierie étaient régionales, isolées, compétitives. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les équipes de construction sur différents continents mettaient en œuvre des techniques identiques avec une synchronisation parfaite, à moins qu'ils n'inventaient mal pas ces méthodes, à moins qu'ils ne suivaient des modèles existants, à moins que la technologie ne précédait l'ère supposée de l'innovation. L'hypothèse de la Tartarie suggère que ce n'était même pas de nouvelles constructions du tout. C'était des rénovations, des réparations d'infrastructures endommagées d'une civilisation antérieure. Les dirigeables n'étaient même pas des outils innovants. Ils étaient une technologie héritée, peut-être les derniers vestiges fonctionnels d'un réseau aérien plus avancé. Cela expliquerait la perfection, l'absence d'étapes de développement, l'absence d'expériences ratées et d'améliorations graduelles. On ne voit pas de progression parce qu'il n'y a eu aucune invention, seulement la redécouverte, seulement la maintenance de systèmes déjà en place. Après 1910, tout change. Les dirigeables disparaissent au haut des photographies de construction, pas graduellement, pas par remplacement technologique, mais instantanément. Les villes qui documentaient la construction aérienne pendant 3 décennies s'arrêtent soudainement. Les registres qui mentionnent les systèmes de levage atmosphérique deviennent silencieux. Les nouveaux projets de construction utilisent des méthodes conventionnelles malgré avoir précédemment compté sur le positionnement aérien pour des structures identiques. Pourquoi abandonner une technologie supérieure? L'explication officielle pointe vers la catastrophe du Hindenburg de 1937, affirmant qu'elle a mis fin à l'ère des dirigeables. Mais cette catastrophe s'est produite 25 ans après que la construction aérienne avait déjà cessé.
En outre, ce n'étaient pas des navires à passagers à hydrogène sujets à la combustion. Les appareils de construction dans les photographies des années 1880 fonctionnaient selon des principes entièrement différents. Quelque chose a forcé l'abandon, quelque chose de délibéré. J'ai trouvé des fragments de réunions municipales de 1911 et 1912 où les conseils municipaux discutaient de préoccupations de sécurité atmosphérique et d'opérations aériennes non autorisées. Le langage était délibérément vague, ne spécifiant jamais quelle menace existait, mais les résolutions étaient claires. Cesser immédiatement toute construction aérienne, clouer au sol les appareils existants, retirer l'équipement connexe des bâtiments publics. En 1913, le réseau était mort. Les bâtiments restaient, les cathédrales, les halls gouvernementaux, les centres d'exposition, mais leur but original était oublié. Leur fonction énergétique était désactivée. Leur connexion au réseau atmosphérique plus large était un temps coupée. Et en l'espace d'une génération, les gens regardaient ces structures et ne voyaient que de la belle architecture, ne comprenant jamais qu'ils regardaient les composants d'un système planétaire. Quand on examine les preuves sans préjugés, quand on met de côté les récits confortables qu'on nous a enseignés, une image plus sombre émerge. Ce n'étaient pas des gens primitifs luttant pour maîtriser le vol, c'étaient des héritiers d'une technologie qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Les dirigeables existaient parce que quelqu'un les avait construits avant 1880. Le réseau architectural existait parce que quelqu'un l'avait conçu comme un système unifié. La coordination mondiale existait parce que quelqu'un l'avait établie avant le début de l'ère moderne. Et puis quelque chose y a mis fin, délibérément, systématiquement, mondialement. Le registre photographique montre que la technologie existait. Les preuves architecturales montrent que les bâtiments étaient conçus comme des systèmes énergétiques. Le vide documentaire montre que quelqu'un a activement effacé les connaissances. L'abandon soudain montre une suppression coordonnée. Demandez-vous, qui profite de l'oubli? Qui gagne à convaincre des civilisations entières qu'elles ont tout inventé de zéro? Qui profite quand nous croyons être au sommet de la réalisation technologique plutôt que de lutter pour récupérer des connaissances perdues? J'ai maintenant visité l'intérieur de ces structures, non en tant que touriste, mais en tant que quelqu'un cherchant des preuves de leur fonction originale. Les propriétés acoustiques sont impossibles. Le son résonne dans des motifs qui ne devraient pas exister dans l'architecture décorative. Certaines fréquences s'amplifient, tandis que d'autres s'annulent complètement. Les proportions géométriques créent des ondes stationnaires qui persistent pendant des minutes après la cessation des sources sonores. Les chambres de sous-sol contiennent des réservoirs scellés connectés à rien, ne servant aucun but apparent, sauf que les réservoirs sont précisément accordés aux variations de pression atmosphérique. Ils répondent aux changements barométriques avec une précision mathématique, comme s'ils étaient conçus pour capturer l'énergie des dynamiques atmosphériques. Les tours contiennent des éléments métalliques positionnés à des intervalles spécifiques le long de leur hauteur. Pas de paratonnerre, pas d'éléments décoratifs, mais des matériaux conducteurs précisément espacés qui créent des gradients électromagnétiques quand les conditions atmosphériques sont favorables. Ces bâtiments n'étaient pas des monuments à la réalisation humaine, c'étaient des machines. Et les dirigeables étaient la façon d'assembler des machines dont les composants pesaient des tonnes et nécessitaient un positionnement tridimensionnel précis. Une fois qu'on les voit comme de la technologie plutôt que de l'architecture, tout prend sens. La coordination mondiale, les conceptions identiques, la documentation minutieuse suivie d'un effacement systématique, l'abandon soudain. On n'abandonne pas une technologie fonctionnelle à moins que quelqu'un ne vous y force. Que propulsaient vraiment ces bâtiments? Le réseau atmosphérique, les chambres de résonance, les réservoirs sous pression. Qu'étaient-ils conçus pour faire? Générer de l'électricité, transmission d'énergie sans fil, modification du temps, amplification de la conscience. La réponse réside peut-être dans ce qui s'est passé après 1912. Pas seulement la cessation de la construction aérienne, mais des changements dans les phénomènes atmosphériques mondiaux. Des changements dans les modèles météorologiques, une réduction des événements de foudre en boule documentés, des changements dans le comportement des phénomènes électriques naturels, comme si la suppression de nœuds d'un réseau modifiait l'ensemble du fonctionnement du système.
Et qui a ordonné l'arrêt? Quelle autorité a commandé aux villes de tous les continents d'abandonner simultanément une technologie sur laquelle elles s'appuyaient depuis des décennies? Quelle force possédait la portée et le pouvoir de coordonner une telle suppression mondiale? Ces questions me hantent parce que les preuves suggèrent que l'effacement est en cours. Les photographies continuent de disparaître des archives, les copies numériques se corrompent mystérieusement. Les chercheurs qui creusent trop profondément perdent leur financement ou font face à l'exil académique. Les mécanismes de l'oubli sont toujours actifs, protégeant toujours quelque chose. Nous vivons quotidiennement parmi ces bâtiments. Nous admirons leur beauté, photographions leurs façades, tenons des cérémonies dans leurs chambres. Et nous ne demandons jamais pourquoi ils sont si surdimensionnés, si précisément conçus, si mathématiquement parfaits. Nous acceptons l'histoire officielle que des gens primitifs, utilisant des outils manuels, ont d'une manière ou d'une autre construit des merveilles architecturales que l'ingénierie moderne peine à reproduire. Nous ne questionnons pas le problème de coordination. Nous ne remarquons pas la documentation manquante. Nous ne nous interrogeons pas sur les dirigeables dans un millier de photographies, planant comme des anges mécaniques au-dessus de structures assemblées depuis le ciel. La vérité plus profonde est plus troublante qu'une simple conspiration. Nous ne sommes pas seulement ignorants de notre passé technologique. Nous avons été formés à ne pas regarder, conditionnés à accepter les impossibilités comme des faits historiques, enseignés que questionner le récit fait de vous un imbécile plutôt qu'un enquêteur. Mais les bâtiments demeurent, les photographies survivent, les preuves physiques persistent malgré toutes les tentatives d'effacement. Et quelque part dans des archives scellées et des documents classifiés, dans des collections familiales et des registres municipaux oubliés, la documentation complète du réseau céleste de la Tartarie existe toujours, attendant quelqu'un d'assez courageux pour assembler les pièces, d'assez patient pour tracer les schémas, d'assez têtu pour poser la question interdite. Et si nous n'avions pas inventé la civilisation? Et si nous l'avions héritée, partiellement détruite, puis prétendu l'avoir construite nous-mêmes? Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus grand qu'une révision historique. Elles suggèrent une technologie délibérément oubliée, un réseau systématiquement désactivé, une civilisation effacée si complètement que questionner son existence vous marque comme irrationnel. Mais quand vous vous tenez sous ces bâtiments impossibles, quand vous examinez les photographies qui n'étaient pas censées survivre, quand vous tracez le schéma mondial que l'histoire officielle prétend être une coïncidence, vous réalisez que la vérité a toujours été là. Nous avons juste arrêté de regarder vers le haut,